Donc, Michael, il est professeur titulaire au département de génie mécanique, justement, de Polytechnique Montréal, un collègue. Il est également membre de l'Institut de l'énergie Trottier, pour lequel il coordonne les programmes de 2e et 3e cycle en génie énergétique. Alors, ses travaux de recherche visent à développer et améliorer des outils de modélisation énergétique des bâtiments et de leur système de chauffage et de climatisation pour optimiser leur conception et leur opération. Son équipe développe des outils de modélisation énergétique urbaine permettant de quantifier les besoins énergétiques des quartiers ainsi que de planifier et d'optimiser les réseaux de partage de chaleur en milieu urbain en partenariat avec des architectes et des urbanistes. Alors, ces modèles sont utilisés pour évaluer des scénarios de décarbonation et d'intégration des énergies renouvelables, solaire, géothermie, éolien, en maximisant la flexibilité énergétique des bâtiments et l'utilisation intelligente du stockage d'énergie. Alors, vous voyez, c'est plein de solutions. On va l'écouter avec grand plaisir. Merci et désolé d'avoir fait ça si long. Je suis belge et que la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Donc, je n'en pensais pas grand-chose jusqu'à aujourd'hui, mais je trouve que c'était une très belle devise pour ce groupe. Et je suis content d'être parmi vous. Et comme Bruno, je suis un urbain, là. J'ai pas de voiture non plus, on est venus tous les deux en calèche. Mais je pense que c'est important que l'union se fasse justement entre les urbains et ceux qui vivent à la campagne. Je pense que c'est très important, les gens qui nous produisent notre nourriture. Donc, je suis très content d'être là. Donc, je vais vous parler du potentiel de l'énergie solaire. On ne s'est pas concerté avec Bruno, mais moi aussi, je voulais rendre un hommage à Hubert Reeves. C'était le héros de ma maman, qui était prof de physique. Et parmi des choses qu'il disait, il a commencé comme astrophysicien et a travaillé dans le nucléaire, en fait, et puis il s'en est un peu écarté, un peu beaucoup. Et donc, il disait, il ne faut pas penser à courte vue pour l'énergie, il faut penser à longue vue. Et longue vue, ça veut dire des milliers et des millions d'années, on voudrait que la Terre soit encore vivable. Et selon lui, si on veut ça, le solaire, c'est inévitable. Donc, ça commence bien pour moi, puisque j'étais engagé pour vous parler de solaire. Et donc, je pense que c'est la seule vraie source. Si on fait une limite autour de la Terre, la seule chose qui nous apporte de l'énergie, en fait, c'est le soleil. Ça, c'est un graphique que Pierre-Olivier Pinault a montré brièvement pour illustrer le changement climatique, parce que tout le problème, c'est finalement que sur les 340 watts par mètre carré qu'on reçoit en moyenne du soleil, on n'en rend que 339. Le 1, là, c'est ça le problème. La Terre se réchauffe petit à petit. Mais ce que ça illustre surtout, c'est que justement, tout ce qui arrive sur la Terre, c'est l'énergie du soleil. Il n'y a pas d'autre source. Alors, malheureusement aussi, le soleil n'est pas renouvelable. Alors là, ça vous choque peut-être, mais en fait, si on regarde de loin, le soleil, c'est une étoile qui consomme... En fait, le soleil, c'est une centrale nucléaire qui fait la fusion, que l'homme essaye de faire, mais ça ne marche pas très bien. Mais le soleil, lui, il le fait depuis longtemps, il y arrive. Et il a l'avantage qu'il est à des millions de kilomètres, donc ça ne nous dérange pas trop. Là, la radiation ne nous fait pas de mal. Mais il consomme son combustible, en fait, comme n'importe quelle centrale nucléaire, justement. Mais heureusement, à notre échelle humaine, le soleil est renouvelable parce qu'en fait, on n'est pas prêt d'avoir des problèmes. C'est dans des milliards d'années. Mais c'est important, je pense, pour faire le lien avec la sobriété, de réaliser qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de choses qui vont nous sortir du fait qu'il faut d'abord économiser, même si je suis Monsieur Solaire. Et donc, pour commencer, ce carré-là, il représente la consommation d'énergie mondiale en une année. Et à droite, les cases, ça représente les réserves prouvées qui nous restent de pétrole, d'uranium, de charbon et de gaz. Donc, bon, ça rentre quelquefois. On ne va pas discuter sur le nombre exact, là, parce que c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, on va prendre un peu de recul. C'est les mêmes images, mais de plus loin, parce on s'élève un peu. Pourquoi est-ce qu'on s'élève? C'est pour que je puisse mettre sur le schéma l'énergie qu'on reçoit du soleil en un an. La case jaune, là, c'est ce qu'on reçoit du soleil en un an. Donc, bon, c'est pas chose facile de le transformer en quelque chose qui va faire avancer votre voiture, on est d'accord, mais ça n'empêche que le potentiel, je pense qu'il est là.
Alors, comme je pensais tomber devant des partisans acharnés de l'énergie éolienne, je me suis dit, vous allez sûrement avoir des objections. Donc, j'ai prévu toutes les objections. On va voir s'il y en a d'autres après. Mais... Donc, oui, mais le Québec est un pays nordique. Alors, moi, en tant que Belge, ça m'énerve parce que non. Le Québec n'est pas un pays nordique. En fait, il y a vraiment un club des pays nordiques, ça existe. Et on n'est pas dedans parce que, pour la bonne raison que ça commence à 60 degrés à peu près de latitude nord. Le Québec, on est entre 45 et 58. Vous voyez, le sud de la Norvège, c'est comme Kuujjuaq. Alors nous, on n'habite pas à Kuujjuaq, donc on n'est pas un pays nordique. On est un pays froid, on est d'accord. On est un pays où il y a de la neige, je vais revenir là-dessus. Donc on peut trouver plein de choses, mais on n'est pas un pays nordique dans le sens du soleil, du rayonnement solaire. Donc c'est quoi le potentiel en termes de kilowattheure par mètre carré par an? Mais vous voyez que ça va de 1600 un peu, l'échelle, le jaune est en haut de l'échelle, mais il est en bas du Québec. Donc plus on va au sud, plus il y a du soleil. Bon, ça jusque-là, on sait. Ceux qui passent l'hiver en Floride le savent. Mais même au sud du Québec, il y a beaucoup. C'est 1600 kWh par mètre carré par an. Donc, en ordre de grandeur, une maison moyenne, ça consomme 30 000. Donc on en reçoit 1600 sur 1 mètre carré. Et vous voyez qu'au nord, on est quand même à 1250. Donc c'est un potentiel très grand. Et surtout, si on compare avec différentes villes, bon, je ne vais pas les faire toutes là, mais on voit que même à Kuujjuaq, on a autant d'ensoleillement qu'à Lyon, en France. Et à Kuujjuaq, on a plus d'ensoleillement qu'à Berlin. Et c'est fou parce que l'Allemagne a développé le photovoltaïque énormément. Et tout en bas, là, qui est presque sorti de l'image, il y a Copenhague. Le Danemark a développé l'énergie solaire plus que la plupart des pays d'Europe. Pourtant, ils ont moins d'ensoleillement qu'ici. Donc on n'a pas d'excuse en fait. Et ça représente quoi? J'ai pris un point au hasard. Et donc c'est 1560 kWh par mètre carré qu'on reçoit par an. Et qu'est-ce que c'est en fait? Ça tombe pile dessus le chiffre. C'est l'énergie contenue dans un baril de pétrole. Un baril de pétrole, c'est 159 litres de pétrole. Ça remplit quand même beaucoup de réservoirs. Et en tout cas de réservoirs de calèche. Et donc, c'est ça qu'on reçoit sur 1 mètre carré. Donc ça aussi, ça donne encore une fois, je ne prétends pas que c'est facile de les récupérer et de les transformer en quelque chose qui va aller dans votre voiture, mais ça n'empêche, l'énergie, elle arrive. Alors, bon, on y est maintenant. On n'est pas un pays nordique, mais il y a de la neige, ça, on ne peut pas nier. Alors, oui, la neige, ça pose des problèmes, en fait. Ça, c'est des panneaux photovoltaïques qui sont un peu couverts de neige. Mais en fait, ils sont en Antarctique. C'est la station de recherche polaire belge qui est en Antarctique. Donc là, ils ont des excuses. Et vous voyez que malgré ça, la station marche quasi uniquement. Il y a des éoliennes aussi qu'on ne voit pas sur l'image ici, mais il y a des éoliennes et il y a des panneaux photovoltaïques qui sont en haut. Là, il y a des panneaux solaires thermiques qui font de la chaleur. Donc le solaire, ça peut faire deux choses directement. On va dire de la chaleur ou de l'électricité. Et donc là, il y a les deux. Là, on les voit, les éoliennes. Donc ça, c'est la station. Donc elle est autonome pendant l'été austral, là. Et donc elle a une excuse pour être couverte de neige. Mais ici, il y a une photo, c'est une des communautés solaires les plus célèbres du Canada, ça s'appelle Drake Landing, c'est en Alberta. C'est un exercice d'ingénierie formidable, mais c'est pas vraiment une bonne idée socialement parce que quand j'ai été la visiter, tout ce qu'on voit, c'est des garages avec des gros pick-up. Donc c'est des maisons solaires, oui, mais c'est un modèle pas très bon dans le sens social. Mais bref, ce qu'on voit quand même, c'est que quand il y a de la neige l'hiver, elle tombe en fait des panneaux solaires. Ce qu'on voit les bandes noires, là, c'est des panneaux solaires sur les toits et la neige tombe. Elle tombe pas tout le temps, mais elle tombe souvent. Donc la neige glisse et plus on incline les panneaux, plus ça l'aide à glisser. Et coup de bol, en fait, plus on incline les panneaux quand on est plus dans le nord, plus ça aide aussi à ramasser plus d'ensoleillement. Donc finalement, ça va plus ou moins ensemble pour une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai regardé un peu la littérature, le plus grand effet des chutes de neige, c'est le psychologique. Donc on a remarqué que dans des pays comme le nord de l'Europe, où il ne neige pas spécialement souvent, quand il y a des grosses tempêtes de neige, il y a beaucoup de gens qui annulent leurs achats de panneaux solaires parce qu'ils pensent que ça ne va plus marcher. Et on avait remarqué ça aussi avec l'achat des véhicules à 4 roues motrices. Quand il y a une grosse tempête de neige, boum, il y a un petit boom de vente. Ça prouve à quel point les humains font des décisions un peu à court terme, là. Et donc, notre objection, et ça a parcouru les médias, peut-être moins maintenant, mais il y a quelques années, oui, mais on met beaucoup d'énergie à fabriquer ces panneaux solaires et puis on ne la récupère même pas. Ils produisent moins que ce qu'ils nous ont coûté en termes d'énergie. Et donc, c'est pas vrai, mais c'était vrai à une époque.
Donc, il y a deux choses qu'on peut utiliser pour ça. C'est le temps, un peu l'équivalent de la période de retour sur investissement économique. Là, si je vous dis, vous achetez un truc, mais ça va vous rapporter autant chaque année, c'est la même chose en énergie. Vous mettez une certaine quantité d'énergie, mais ça vous rapporte autant chaque année. Combien de temps il faut pour que vous ayez récupéré votre mise? Au début de la fabrication des panneaux solaires, on était maladroit, on mettait des grosses couches de silicium, c'est le matériau qui fait la cellule, et ça paraît con, mais on mettait aussi beaucoup d'aluminium autour, faire un bon cadre solide. Et en fait, dans l'aluminium, il y a une grosse partie de l'énergie qui est dans un panneau solaire. Donc maintenant, on fait des tout petits cadres, tout fins. Les quantités de matériaux sont beaucoup plus faibles. Donc maintenant, on récupère ce qu'il y a dans un panneau photovoltaïque en une demi-année à 4 ans. Donc, puisque la durée de vie, c'est 25 ans, c'est bon. Et pour les systèmes solaires thermiques, c'est à peu près la même chose, de 1 à 4 ans. Donc ça veut dire, une autre façon de le voir, c'est ce que Bruno a dit tantôt, c'est le return on investment en anglais, là, le retour sur investissement. Donc c'est combien de fois on récupère. Et donc ça va de 5 à 40 fois. Donc c'est positif. Parce que même si 5, c'est bas, ce qu'on peut se dire, c'est si on fabrique la première fois les panneaux photovoltaïques avec des combustibles fossiles, après ça, on ne récupère que, entre guillemets, 5 fois la mise, mais ça n'empêche, avec cette 5 fois la mise, je peux en construire d'autres qui vont me récupérer 5 fois. Donc, tant que c'est plus grand que 1, ce ne serait pas terrible, mais je veux dire, tant que c'est plus grand que 1, en principe, c'est bon. Mais là, on est à 5 à 40, donc ça va encore mieux. Donc, là, peut-être une objection qui est plus proche de ce dont on a parlé aujourd'hui, ça prend de la place et ça peut notamment entrer en compétition avec l'agriculture. Et c'est vrai. Ça, c'est un exemple. C'était à l'époque de la construction la plus grande centrale photovoltaïque du monde. C'est en Ontario, à Sarnia. Maintenant, elle est de loin plus la plus grande. La plus grande, elle est en Chine, évidemment. Et elle est beaucoup, beaucoup plus grande que celle-là. Mais ça n'empêche que celle-là, bon, on peut deviner que c'est pas un parking de Walmart, là, c'est plutôt un champ dans lequel on l'a mis. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, mais on ne peut pas nier que ça compétitionne avec les terres agricoles. C'est au Danemark. Et comme je disais, le Danemark a développé énormément les systèmes solaires thermiques, donc ils font de la chaleur pour chauffer les villages avec des réseaux de chaleur partagés. La raison principale pour laquelle ils ont développé ça, c'est parce qu'ils ont une organisation historiquement que le village se regroupe en une coopérative qui gère leur chaufferie. Et c'était des chaufferies au mazout. Après ça, c'était des chaufferies à la biomasse. Après ça, maintenant, il y en a beaucoup qui sont passés au solaire. Pas à 100%, mais à un grand pourcentage. Et pourquoi ils font ça? C'est parce que la société en question, et on revient aux idées de capitalisme et de profit à court terme, là, c'est une coopérative qui appartient au village. Et donc, elle ne peut pas faire de bénéfices. Donc, chaque fois qu'elle fait des bénéfices, elle les réinjecte dans le système lui-même. Et donc, ils se permettent d'acheter des capteurs solaires et de voir un horizon sur 20 ans économiquement, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas distribuer leur argent à leurs actionnaires. Ils n'ont pas d'actionnaires. Enfin, c'est les gens de la commune, mais ce n'est pas un principe de payer des actionnaires, c'est un principe de réinvestir dans le système. Et c'est pour ça que ce pays, donc, qui a beaucoup moins de soleil que nous, a développé beaucoup plus de systèmes solaires, surtout thermiques, mais aussi photovoltaïques. Mais je montrais ces photos pour dire qu'on ne peut pas nier que là, bon, il y a clairement la population de l'endroit a décidé de sacrifier quelques terres agricoles pour mettre les panneaux solaires. On peut essayer de faire double emploi. Je pense qu'on a mentionné ça pour les éoliennes un peu plus tôt. Mais bon, ça prend quand même de la place, même si on met des moutons en dessous. Donc, là, c'est peut-être pas très lisible, mais ça, c'est un article qui comparait justement la place que ça prend pour installer différents types d'énergie. Et c'est vrai, le solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, prend plus de place, même que l'éolien. Vous voyez, l'éolien est un peu à part, il est tout en bas, parce que c'est une fourchette énorme. Ça dépend si on compte l'éolienne, si on compte tout le terrain où il y a des éoliennes, si on compte la route qui va à l'éolienne, etc. Donc, c'est sujet à beaucoup de débats. Mais entre les autres, le solaire photovoltaïque prend de la place. Par contre, là, il y a un énorme avantage. Le solaire n'est pas obligé de prendre de la place qu'on prend sur le champ. On peut le mettre sur les bâtiments. Et parfois, même, ça peut être très joli. Moi, je trouve ça très joli. Donc, c'est un bâtiment où, sur la façade en longueur, là, on voit des panneaux photovoltaïques qui font de l'électricité. Sur la façade avant, on voit des panneaux solaires thermiques qui font de la chaleur. Donc, il y a les deux. Et c'est intégré. Ça dépend des goûts, là, mais en tout cas, c'est pas plus moche qu'autre chose. Donc, il y a plein de façons de le faire et on peut même s'en donner à cœur joie avec des trucs luxueux, là.
Mais donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ça peut être joli, mais aussi, surtout, ça ne prend pas de place de nouvelles. On n'a pas artificialisé plus de sol que ce qui était déjà artificialisé par le bâtiment. On peut aussi les mettre dessus. Celui-là, ce n'est pas forcément joli, mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est avec les étudiants, on avait mis des panneaux solaires sur le toit de l'Accueil Bonneau, qui est un endroit qui donne à manger aux sans-abri. Ils sont toujours là. En fait, c'était il y a 10 ans à peu près. On a fait une première remise à jour du système. Ils ont remplacé le glycol, remplacé une pompe, je pense. Donc, mais le système est toujours là. En fait, ils ont remplacé quelques tubes qui étaient cassés. Mais donc, le système fonctionne toujours. Et donc, on voit que c'est assez simple comme installation. C'est pas forcément le plus joli, mais ça fonctionne. Et puis, c'est dans le Vieux-Port à Montréal. C'est discret, donc on avait peur qu'on n'ait pas le permis, mais finalement, on l'a eu facilement. Et puis, il y a autre chose. Et ça, comme Européen, je peux le dire, qu'est-ce qu'il y a comme stationnement en Amérique du Nord? Donc si on couvrait tous les stationnements de panneaux photovoltaïques, on n'aurait pas nuit aux terres nourricières et on aurait plein d'énergie. On pourrait aussi réduire les stationnements, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a de la place, on ne peut pas nier. Et ça fait pas plus, les panneaux photovoltaïques ne font pas plus d'îlots de chaleur que le béton ou l'asphalte qui est en dessous. En fait, en théorie, ils en font même moins, puisque une partie de l'énergie solaire, elle ne sert pas à chauffer, elle est transformée en électricité, donc elle est enlevée. Donc, pourquoi pas? Vous voyez qu'on peut aussi les utiliser sur les vignes. Et en fait, sur les barrages, je pense que je préfère l'idée de mettre des éoliennes, je pense, à côté. Je ne sais pas si dans le contexte québécois ça marche. Ça, c'est en Chine, l'image là, où les panneaux flottent sur l'eau d'un barrage, justement. Ici, avec la glace, la neige, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée, parce qu'ils sont pratiquement à plat, donc dès qu'il tombe de la neige, c'est fini, à mon avis. Mais enfin, c'est pour illustrer que ce n'est pas obligé de prendre du nouveau territoire. On peut combiner les utilisations. Et donc, rien que sur les toits des bâtiments, pour le Québec, on voit que on peut obtenir à peu près 3000 kWh par ménage. Donc, de nouveau, comparé aux 30 000 qu'un ménage moyen utilise, ça fait 10%, c'est pas énorme. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut réaliser. Il n'y a pas, je pense, une approche qui va nous sauver la vie, là, qui va nous amener vers le bonheur énergétique. Ça doit être un mélange. Et je pense que le solaire peut jouer un rôle, même si c'est pas le silver bullet, pour le dire en bon français, dans tous les cas. Et donc le potentiel, il vaut à peu près, mettons, je sais pas, un quart des besoins des secteurs commerciaux institutionnels et du résidentiel. Mais ça compte pas les stationnements. Si vous imaginez ici, par exemple, cette étude, ce qu'elle aurait pris, le toit du gymnase, le toit de l'école, le toit du bâtiment là. Elle aurait dit, là-dessus, je peux mettre autant. Mais si on prend en même temps le stationnement, là, ça fait pas mal plus. Donc, le potentiel là, c'est juste les toits des bâtiments, vraiment les toits. Et puis, ça ne fait pas de bruit, oui. Je ne l'avais pas, celle-là. Ça fait du bruit. Non, ça ne fait pas de bruit. Et donc, bref, puisque c'est si bien, on devrait en avoir plein. Alors, il y a 2 petits graphiques pour illustrer ça. Ce n'est pas lisible non plus, mais c'est la quantité de panneaux solaires thermiques, donc qui font de la chaleur, à haute température. Donc, ça exclut les capteurs qu'on met pour les piscines, là, qui ne servent qu'aux piscines. C'est ceux qui servent pour les bâtiments et pour l'eau chaude domestique. Et c'est par la capacité installée par personne. Et le Canada, il est la petite flèche rouge là tout à droite, pas brillant. Surtout qu'il faut remarquer que c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que quand on bouge de 1 cran, là, on divise par 10. C'est pas qu'on retire 1. Donc, si on est 2 fois plus loin, c'est pas qu'on est à la moitié, c'est qu'on est, dans ce cas-là, 1000 fois plus petit. Donc, c'est vraiment rien du tout. La capacité. Ça, c'était le thermique. Si on regarde le photovoltaïque, le Canada se débrouille pas trop mal, mais le Québec, sur les 4553 MW installés, le Québec en a, vous voyez, il faut que je vérifie pour voir si c'est vraiment ça, mais oui, c'est ça, 17. 17 sur 4553. Pas terrible. Donc, bref, on est nulle part. Et donc, peut-être c'est parce que ça coûte trop cher. Alors, oui, ça coûte cher, mais le prix n'a pas arrêté de diminuer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pensais que je n'aurais pas le temps. Donc, j'ai un autre graphique qui montre le prix du pétrole pendant la même période. Et ce que ça fait énormément d'oscillations. Donc, la leçon, c'est, en plus, ça monte, mais c'est pas tellement ça qui est important, c'est que c'est très difficile à prévoir. Personne n'a prévu que les prix allaient exploser avec la guerre en Ukraine, parce que personne n'a prévu la guerre en Ukraine. Avant ça, personne n'avait prévu que ça se casserait la figure aussi fort avec la Covid. Donc, quand on investit dans les énergies renouvelables, ça peut coûter peut-être un peu plus cher, mais c'est surtout très prévisible, parce que l'investissement, il est là.
Après ça, c'est gratuit pour le... gratuit. L'énergie du soleil arrive et vous la convertissez, mais il ne faut plus réinvestir, vous faites la maintenance, mais c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est le contraire des systèmes à énergie fossile, où ce que vous payez, c'est le combustible, donc vous le payez au prix du jour. Et donc, l'avantage, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est surtout beaucoup plus prévisible. Donc, pour les organismes, en principe institutionnels comme les organismes gouvernementaux ou bien les coopératives, ben c'est mieux parce qu'on peut faire un budget qui a de l'allure pour longtemps, parce que ce qu'on va payer, on va le payer tout de suite, et puis c'est fini. Tandis que si on dépend du gaz ou du pétrole, ben on ne sait jamais comment ça va fluctuer. Et c'est vrai que parfois on s'en tire mieux, mais parfois on s'en tire beaucoup plus mal. Donc l'ordre de grandeur des prix, là, c'est les modules, donc vous voyez, ils sont descendus en dessous de $1 par watt. Donc, et ça, on voit bien que ça stagne parce qu'à un moment il y a une limite, on ne va pas vous les donner gratuits non plus, donc le prix a été divisé par 25, je pense que ça va là, mais ça c'est le problème, c'est juste le module. Donc vous allez vous acheter votre panneau, bon après il faut le mettre sur le toit, il faut connecter des câbles, il faut mettre un contrôleur qui va s'en occuper, et finalement c'est ça qui finit par coûter plus cher. Donc au total, le prix, c'est pas $1 par watt, mais c'est plutôt 2 à 3 pour les systèmes résidentiels. Mais pour les gros systèmes de production, si Hydro-Québec, d'ailleurs Hydro-Québec a 2 centrales maintenant, c'est des toutes petites centrales. À l'échelle d'Hydro-Québec, les deux ensemble, si je ne me trompe pas, font 10 mégawatts. Donc 10 mégawatts par rapport à la centrale de la Grande, là, une des centrales, ça fait 5600 mégawatts, donc 5600 par rapport à 10, donc c'est rien du tout, c'est ridicule, mais c'est quand même grand en termes de photovoltaïque, donc eux, ils ont payé vraisemblablement un prix de l'ordre de 1 à peu près, ou $1 par watt, ou $1,50, mais si vous en mettez sur votre maison, ça va vous coûter 2 ou 3, parce que simplement, il y a les économies d'échelle. Pour le solaire thermique, eh ben, la vérité, c'est que c'est pas rentable économiquement, donc si vous en mettez demain, c'est pas parce que vous voulez sauver de l'argent, c'est parce que vous voulez sauver la planète plutôt. Mais malheureusement, ce n'est pas rentable sans subvention, c'est trop cher. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le coût a évolué, donc pas dans le temps cette fois-ci, mais en fonction de la capacité installée. C'est comme tout, si vous achetez la première voiture électrique, elle va coûter plus cher que quand tout le monde en aura et que ce sera la, je ne sais pas combien de millionième, parce qu'il y a les économies d'échelle. Et donc, les premiers systèmes solaires étaient très chers, les premières éoliennes étaient très chères, et puis le prix des éoliennes baisse, bien que Pierre-Olivier Pinault disait que maintenant, aux États-Unis, le prix commence à monter à cause de la demande, en fait. Mais donc, ce à quoi on s'attend, c'est que les technologies, quand on en met de plus en plus, le prix baisse. C'est ce que les courbes qui descendent montrent, et celle qui descend le plus fort, le plus longtemps, c'est la courbe solaire, la orange. Donc, quand il n'y avait presque pas de solaire, ça coûtait très cher. Maintenant qu'on en a plein, ça coûtait beaucoup moins cher. Mais une courbe qui est un peu bizarre, c'est la courbe du nucléaire. On n'en a pas énormément encore, mais on en a quand même plus. Mais en fait, il n'est pas baissé, il monte. Et donc, c'est quand même bon signe que le solaire, par exemple, et l'éolien baissent. Plus on en met, plus on apprend à le faire de manière économique. Je racontais que les premiers panneaux photovoltaïques étaient très épais. On mettait des quantités de silicium. Maintenant, la même galette qui fait le panneau, on la coupe dans le sens de l'épaisseur en 4 ou 5. Donc, on fait 5 panneaux avec le même matériau. Donc, forcément, ça coûte un peu moins cher. Et puis, surtout, c'est meilleur pour l'environnement parce que ça consomme moins de ressources. Bon, une autre objection, ouais, ok, c'est bien, mais le solaire, il n'est pas là quand on en a besoin. Alors, bon, ça, c'est vrai aussi. Et c'est vrai d'abord à une échelle de temps qui est les saisons. Alors, mes recherches, c'est surtout la modélisation des bâtiments à échelle des villes, etc. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre un petit modèle de bâtiment. Ça, c'est ma maison. Je ne suis pas architecte, donc ma maison n'est pas... c'est pas ma maison où j'habite. Moi, j'habite dans un condo, mais c'est la maison comme je la dessine. Je n'ai pas une imagination débordante architecturale, mais bon, ça ressemble à une maison moyenne. Et ce qu'on voit, c'est l'énergie qu'elle consomme. Et donc, dans l'énergie qu'elle consomme, chaque mois, il y a une partie qui est à peu près constante, il y a des petites bosses parce que les gens partent en vacances ou bien ils consomment un peu plus. Et puis, ça, c'est le gris. Donc, ça représente l'éclairage, les appareils, le lave-vaisselle qu'on démarre la nuit, la climatisation et l'eau chaude domestique. Et puis, le rouge, c'est bon signe. Le rouge, c'est le chauffage. Et donc, ce rouge, évidemment, c'est un problème parce que si on regarde la production solaire annuelle, elle fait un peu l'inverse. Donc la courbe de la demande fait comme ça, la courbe de la production fait comme ça. Ça, c'est moche. Mais en fait, c'est une maison moyenne. Et comme le disait Pierre-Olivier Pinault, c'est parce que la maison moyenne, elle n'est pas très bonne. Elle pourrait être vraiment meilleure.
Donc, on pourrait faire un effort pour rétablir cette courbe, pas avec des moyens de stockage magnifiques, là, des batteries énormes ou des cuves d'eau de milliards de mètres cubes. Non, juste, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'adéquation? C'est baisser le rouge, en fait. Donc, si on avait une maison aux normes qu'on appelle Novoclimat, voilà ce que c'est les mêmes occupants dedans, c'est la même famille. La partie grise, c'est la même qu'avant, les appareils électriques, tout ça. Mais le rouge, il est beaucoup moins. Donc, la partie qui est difficile à combler parce qu'elle est dans le mauvais sens, ben, elle a beaucoup diminué. Ça existe encore, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais c'est déjà, ça paraît plus facile de réconcilier les deux comme ça que comme ça. Et donc ça c'est une première chose qu'on peut faire pour améliorer l'adéquation. L'autre chose, là ça devient un peu plus technique, mais plus on relève les panneaux, l'été le soleil est très haut dans le ciel. Donc si je mets un panneau à plat, je vais avoir plus que si je le mets comme ça parce qu'il ne voit pas le soleil. Par contre, l'hiver, le soleil est plus bas. Donc, ça veut dire que si je relève mon panneau, et dans le premier exemple que je montrais, que j'ai dit que je trouvais beau, là, les panneaux étaient verticaux carrément, vous avez vu. Bon, c'est pas l'optimum pour en avoir le plus au cours de l'année, mais c'est ce qui nous en donne le plus l'hiver. Donc, si on redresse les panneaux, on a plus l'hiver et moins l'été. Donc, ça veut dire que la courbe qu'on obtient de production, elle se rapproche un peu plus de la demande, en fait, de la courbe de la demande. C'est, encore une fois, c'est pas parfait, mais ça aide. Donc, on peut jouer là-dessus pour améliorer un peu. Et puis bien sûr, justement, pour faire le chemin qui reste, une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait, là, il y a encore des petites parties où la demande et la production ne sont pas les mêmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, pendant qu'on a trop de production, on stocke, et pendant qu'on a trop de demande, on déstocke. Ou bien simplement, on utilise une autre source. Donc, moi, je trouvais l'idée bonne de mettre des éoliennes en plus à côté des barrages, et puis peut-être qu'à ce moment-là, les éoliennes produisent, ou bien c'est les barrages, justement. Au Québec, on a une chance folle, c'est qu'on a justement, comme l'expliquait M. Franqueur, quelque chose qui peut facilement se combiner avec n'importe quoi. Donc les centrales hydroélectriques, ça démarre comme ça et ça s'arrête comme ça peut moduler facilement. Donc quand il y a plus de soleil, les centrales hydroélectriques ralentissent, quand il n'y a pas de soleil, elles remontent. Et si c'est à l'échelle d'une saison, on turbine un peu moins l'été et on turbine un peu plus l'hiver, ça marche aussi. Parce que le barrage, il a une capacité de stockage très très grande. Donc ça, c'est une chance énorme du Québec. D'ailleurs, on a utilisé l'expression la batterie de l'Amérique du Nord, là. Et c'est vrai que ça... Donc pourquoi pas en profiter nous-mêmes, en fait, de mettre notre photovoltaïque et utiliser les barrages comme batterie. Donc, combiner avec des sources ou bien stocker. Mais stocker, ce qu'il y a, c'est que ça coûte vite cher. Donc on va pas mettre chacun dans notre maison... une cuve d'eau qui prend tout le sous-sol ou bien des batteries qui coûtent 20 000 $, ça n'a pas d'allure, mais on peut compter sur d'autres sources et on peut peut-être mettre un peu de stockage chacun pour combiner. Alors il y a une chose, dans mes recherches, on parlait de flexibilité énergétique. C'est quoi la flexibilité énergétique? C'est un peu comme on l'imagine, c'est d'être flexible de la façon dont on consomme. Parce que quand on regarde un réseau électrique qui grandit, donc ça c'est, mettons, la forme typique de la demande d'une journée d'hiver chez Hydro-Québec. Mais si je mets plus de bâtiments, c'est-à-dire je mets plus de bâtiments, oui, d'une part, parce qu'il y a la crise du logement, mais aussi j'électrifie. Donc, tous ceux qui se chauffent au gaz, je leur dis non, maintenant t'arrêtes, tu te chauffes à l'électricité. Ça veut dire que mes besoins électriques vont monter. Et donc, ils montent et c'est comme une mise à l'échelle. Ça veut dire que les pointes deviennent aussi plus grandes, la distance entre le creux et l'autre. Puis, ça monte encore quand j'électrifie tout le stock de bâtiments. Tous les bâtiments commerciaux institutionnels, ici, plus de gaz, tout le monde est électrique, ça donne ça. Maintenant, en plus, je mets du photovoltaïque. Le photovoltaïque, il marche le mieux quand? Vers midi. Voilà, c'est pas de chance. Donc, ce que ça va faire ça. Ça va me soustraire de la demande, mais vers midi. Ça, c'est vraiment le moment où j'en avais déjà moins. Donc, ça fait une forme. En Californie, ça, c'est un vrai problème, parce que eux, leur pointe, c'est l'été, et l'été, il y a 2 pics comme ça, et le solaire vient au midi, donc le solaire aggrave ça. Mais nous, on n'en est pas encore là. Et puis surtout, il y a une solution pour éviter ça. C'est quoi? C'est de s'arranger pour que les bâtiments changent leurs besoins. Donc, la nuit, quand vous consommez presque rien, vous démarrez votre lave-vaisselle, donc vous consommez plus. Mais j'y crois pas non plus énormément parce que c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc, mais c'est plutôt stocker de l'énergie, par exemple du chauffage, c'est chauffer plus la nuit et chauffer moins le jour. Avoir un petit stockage, comme je disais, pas une cuve qui remplit tout votre sous-sol, mais juste un stockage qui est capable de tenir quelques heures. Et puis, ce stockage, vous le rechargez au milieu de la journée, comme ça vous augmentez votre demande artificiellement à ce moment-là. Et donc c'est ça qu'on appelle la flexibilité, c'est essayer d'avoir
peut-être un profil plat ou bien carrément un profil qui suit l'énergie qu'on a disponible. Je disais qu'au Danemark, à midi, là, on discutait, les prix de l'électricité au Danemark, il va, mettons, de 1,2 $ par kilowattheure. 1,2 $, ça veut dire 120 sous. Nous, on paye 7 sous. Eux, ils payent 120 sous parfois, par kilowattheure. Et parfois, c'est zéro, ou c'est en fait moins 0, quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a trop d'électricité, il y a trop de vent. Et donc, on leur dit, ben, prends-la, je te la donne, ou bien carrément, je te paye si tu me prends de l'électricité. Et donc, c'est un prix qui fluctue énormément. Donc là, le bâtiment, ce qu'il devrait faire, c'est que quand il y a beaucoup de vent, il faut qu'il chauffe quelque chose. Donc, il chauffe une grosse cuve et les fameux réseaux de chaleur pour les villages dont je parlais, ils ont intrinsèquement, avec le solaire thermique, une grosse cuve. Donc, ils mettent une résistance électrique dedans. Et quand il y a trop d'électricité qui vient du vent, ils chauffent ça. Et puis, quand il n'y en a pas, ben, ils retirent la chaleur. Donc, c'est ça, être flexible, c'est s'adapter un peu à la production. Donc, on peut adapter la production avec des stockages et avec des technologies qui s'adaptent, mais on peut aussi adapter les besoins. C'est un peu dans la logique de la sobriété. Il faut les diminuer, ça c'est un. Et après, ceux qui restent, il faut essayer de leur donner une forme qui marche avec ce qu'on a à notre disposition. Donc, si j'essaye de résumer, il y a un potentiel solaire énorme, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, aussi bien pour faire de l'eau chaude que du chauffage, que de l'électricité. Même au Québec, qui n'est pas un pays nordique, même s'il y a de la neige, qui est un pays froid, où l'hiver est froid, oui, mais le potentiel existe même ici. Et un gros avantage du solaire, je pense, c'est qu'il peut être installé sur les bâtiments ou sur les stationnements. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui est distribué, qui est diffus un peu. Il n'y aura pas une grosse centrale. Mais ça, c'est un inconvénient pour qui? Pour le ministre de l'Énergie, parce qu'il ne peut pas... Quand vous allez mettre ici des panneaux qui couvriront tout le hall ici, il ne va pas venir, le ministre, il ne va pas se déranger pour si peu. Il va pour Northvolt ou il va pour l'usine Lyon, il ne va pas pour ici. Donc ça ne plaît pas nécessairement au ministre, parce que ce n'est pas cool de mettre des petits panneaux photovoltaïques partout, mais pour les gens qui les mettent, c'est cool en fait. Donc, c'est bien d'avoir des sources distribuées. Même les éoliennes, si on y pense, quand il y a eu la guerre, quand il y a toujours la guerre en Ukraine, on a parlé beaucoup des Russes qui avaient pris possession de la centrale nucléaire. On n'a pas dit que les Russes avaient pris 200, 300 éoliennes. Tout le monde s'en fout, parce qu'on ne peut rien faire avec une éolienne. Donc, parce que c'est distribué. Donc c'est un avantage, en fait. Et puis, si on parle de panne ou de choses comme ça, d'avoir des sources distribuées, c'est aussi... On aime bien parler de résilience, et donc ça augmente la résilience. Donc finalement, le désavantage qui fait que ce n'est pas dense, ça peut être un avantage, en fait. Et c'est pas obligé non plus d'appartenir... Il y a aussi... C'est ça attire moins les requins. Les investisseurs qui veulent se faire du fric, aller mettre des millions de panneaux chez monsieur machin, madame machin, trop de travail pour eux, donc ils s'en foutent. Donc c'est les citoyens qui doivent les mettre eux-mêmes, les panneaux. Donc ça peut être un avantage. Et aussi, une chose, je pense, qui est la clé, c'est que, le solaire, c'est bien. Là, j'étais payé, je ne suis pas payé, mais je veux dire, j'étais engagé pour ça, gratuitement, pour vous dire que le solaire, c'était bien, et je le pense. Mais ça n'est rien sans l'efficacité énergétique, sans la sobriété. Il faut qu'on diminue d'abord, et après, pour combler ce qui reste comme besoin, on peut utiliser le soleil, par exemple, parce qu'il y a un potentiel énorme, avec le stockage, les autres renouvelables. Et je finis par Hubert Reeves, après la phrase qui disait que le solaire est inévitable, il disait, c'est juste une... Je ne veux pas mal le citer, ma maman ne me pardonnerait jamais. Il disait, c'est du simple bon sens, sauf que, puis il s'arrête un peu et puis il dit, il faut le voir. Juste avant ça, il parlait des politiciens. Alors, ça ne s'est pas dit dans l'interview, mais moi je pense que ce qu'il veut dire, c'est que les politiciens, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas parce qu'ils voient à courte vue. Mais si on voit à 5 millions d'années, le solaire est inévitable. Voilà. Merci. Un très, très grand merci. Là, ça porte merci. Merci à vous. Oui, très, très éclairant. Alors, on a une belle période de questions, un quart d'heure maintenant. Alors, les critiques du solaire, je les attends, j'avais déjà prévu. Ça ne fait pas de bruit. En tout cas, je ne sais pas.
Bonjour, je ne serai pas une critique, je suis une fan du solaire. Je vis en autonomie solaire au Québec, ici à Nicolette, depuis 5 ans. C'est possible. Bravo. Puis effectivement, ça nous amène à beaucoup de sobriété. C'est nécessaire. J'ai une question par rapport aux panneaux solaires. Est-ce que ça serait possible que les gens aient des panneaux solaires qui peuvent revendre l'énergie à Hydro-Québec, puis que quand il y a des temps plus creux, ça leur revienne? Oui, ça c'est le mesurage net, on appelle. Mais économiquement, c'est intéressant parce que c'est comme le compteur qui tourne à l'envers, en fait. Et donc, je pense que, peut-être que quelqu'un peut me corriger si je dis des bêtises, là, mais je pense qu'on a le droit, si c'est en dessous d'une certaine puissance, de 5 kW ou je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un connaît? Mais enfin, oui, ça existe. Il y a une limite de puissance parce qu'ils ne veulent pas que, si vous couvrez de photovoltaïque et un grand champ, vous n'avez pas droit à ce système. Mais si vous avez un petit système, vous pouvez avoir le mesurage net. OK. Parce que je me disais, si chacun met 2-3 panneaux sur sa maison, est-ce que ça aurait un impact intéressant au niveau de l'énergie au Québec? Est-ce que les gens aussi, ça les aiderait à prendre conscience de la consommation d'énergie? Oui, mais le problème, je pense, la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que chacun n'y gagnerait presque rien. Pas assez. Malheureusement, la plupart des gens ne vont pas dire ça poliment, pas se casser le cul pour mettre 2-3 panneaux et pas faire beaucoup de bénéfices, quoi. Ouais. Mais s'il y en a qui le font, oui, je pense que c'est un peu ça l'idée. On peut pas. Je pense que dans des cas particuliers, on peut vivre en autarcie, hors réseau, mais la plupart, moi, je pourrais pas. J'ai pas assez de superficie de toit. Mon habitat est trop dense. J'ai pas les moyens, on va dire, techniques. Mais je pourrais mettre, comme vous le dites, des panneaux. Et moi, je le fais pas. Je le reconnais. Mais je pourrais mettre des panneaux et faire une petite contribution. C'est juste que pour moi, le retour financier serait même pas très grand. Je pourrais même pas m'en vanter parce que je fais presque rien. Donc, malheureusement, c'est un peu ça qui freine, je pense. Mais oui, ça pourrait marcher. Et ça marcherait même mieux puisque ce serait distribué dans le sens économique, mais aussi dans le sens... les nuages passent pas au même endroit au même moment partout. Donc, du point de vue du réseau, ce serait plus facile à gérer, en fait. Oui, j'aurais une petite question. Tu parlais qu'au Danemark, là, ils chauffaient à la biomasse, puis ils se lançaient ses panneaux solaires, puis ils disaient qu'ils lâchaient la biomasse. Là. Pourquoi c'est pas bon? Ou mais je sais pas que c'est pas bon, mais je pense que c'est plus simple et peut-être plus durable. Ils n'ont pas un territoire énorme, là, Danemark, donc ils n'ont pas accès à une biomasse énorme non plus. Ils ont fait ça aussi beaucoup en Suède. Je sais pas si c'est moi qui crée l'écho, mais... et c'est un gros avantage des réseaux comme ça à l'échelle des villages, parce que si on a, bon ici c'est des plaintes électriques, c'est pire, mais admettons que chacun ait sa fournaise qui marche au gaz, et on dit ce serait bien que dans le village on change tous et on commence à brûler du bois à la place. Bon, ça veut dire qu'il faut changer une fournaise chez chacun. Puis après ça, 10 ans après, on dit le bois c'était bien, mais en fait le solaire sera encore mieux. Donc il faut qu'on change les systèmes chez tout le monde. Tandis que là, il y a une chaufferie qui envoie de l'eau chaude dans tout le village et on change juste la chaufferie. Et donc en Suède, ils se sont débarrassés du mazout en 10 ans. Donc dans le chauffage des locaux, il y en a presque, de résidentiel, il y en a presque plus. Ça, c'est grâce au fait qu'ils sont à, je ne sais plus le pourcentage exact, mais peut-être 70% dans des réseaux de chaleur. Et donc ils sont passés à ce qu'il y avait de mieux. Donc ils ont changé le mazout par le gaz parce que c'était mieux. Après ça, ils ont trouvé la biomasse, c'était encore mieux. Après ça, là, en Suède, il y a quelques systèmes solaires, mais la plupart sont encore à la biomasse. Ou alors maintenant, en fait, c'est ça qui est magnifique, les mêmes systèmes, il y en a maintenant qui se chauffent en récupérant la chaleur sur les égouts avec des pompes à chaleur. Parce que de nouveau, il a fallu changer une grosse chaudière à biomasse par une grosse pompe à chaleur qui va rechercher l'eau dans les égouts, etc. Mais on ne peut pas faire ça chacun pour nous. C'est un poil communiste comme approche, mais du point de vue énergétique, ça marche. Mais c'est pas communiste, mais c'est la mise en commun. Si on met en commun les infrastructures, ça marche mieux. J'ai une autre question par rapport aux biométhanisateurs. Ils parlent un peu dans le domaine agricole là, de reprendre le fumier des vaches, là, puis un peu des résidus là, de compost, là, puis faire une sorte d'énergie avec ça. Es-tu au courant un peu du procédé, puis c'est rentable? Je connais un système qui existe, mais c'est en Belgique, mais j'ai travaillé avec un collègue là-dessus sur l'utilisation des résidus de maïs, là, les tiges qu'on ne consomme pas, etc. Donc,
Oui, non, moi je pense que tout ça, c'est des bonnes solutions. En fait, mais elles ne feront pas 100% des besoins en chaleur du village en question ou de la ferme, ou je ne sais pas. C'est peut-être ça aussi un problème. On veut toujours la solution parfaite. On veut la centrale nucléaire qui va nous donner l'énergie, une petite capsule de stylo là, qui va alimenter votre voiture pendant 100 ans. Ça n'existera jamais, ça, ou bien elle va vous tuer, la capsule. Je veux dire, c'est pas possible. Donc c'est ça qu'il faut abandonner l'idée. Et donc toutes les initiatives, je pense, d'utilisation de biomasse, quand ça ne compétitionne pas avec autre chose, parce que c'est ça, à la fin, c'est comme les copeaux de bois, on finit par se battre pour les copeaux de bois, parce qu'il y en a qui veulent faire ceci, il y en a qui veulent faire cela. Mais si on ne se bat pas pour une autre ressource, si ça ne prive pas les sols de réinjecter la biomasse comme engrais, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il ne faut pas faire ça non plus, ou sinon on ne fait pas pousser du maïs juste pour ça, parce que là c'est débile. Mais donc si c'est fait en bonne intelligence, moi je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. C'est ça aussi la leçon. La communauté peut avoir un biométhanisateur qui fonctionne, qui ne donne pas 100% tout le temps. Il peut y avoir quelques capteurs solaires partout qui font un peu le mélange. Et puis quand il n'y a vraiment pas assez, les barrages ils sont toujours là, ils nous appartiennent, donc ils vont nous donner ce qui manque. Mais au moins on a fait un peu quand on pouvait. C'est le gros avantage du Québec. Si on était l'Ontario, ça marche moins bien parce que eux, leur base là, qui remplace nos barrages, enfin en partie en tout cas, c'est des centrales nucléaires. Eux, ils ne peuvent pas les moduler. Donc eux, là, ils veulent rien savoir que tout d'un coup, vous produisez plein de photovoltaïques. Ça les ennuie. Tandis que les barrages, peut-être ça les ennuie, je ne sais pas, mais ils sont capables, en tout cas. Ils peuvent réduire. Moi, j'aurais une proposition, c'est ça. Les panneaux solaires, ça marche très bien à 45 degrés ou vertical. Oui. Puis souvent, les églises de tous les villages québécois sont à 45 degrés. Oui. Est-ce que sur le versant sud de toutes les églises, on pourrait installer des panneaux solaires? Ça toucherait tous les villages et diminuerait peut-être la facture des églises qui ont de la misère à se financer. Oui, mais il faudrait d'abord voir si on peut faire quelque chose dans l'église qui améliore. Je dis ça parce que ça part d'un vrai projet. J'habite à Montréal, près de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est une grosse église, où ils ont beaucoup d'activités, où ils louent la salle pour des concerts, des choses comme ça. Et donc, ils avaient demandé à un de nos étudiants justement, ils se sont dit, un peu comme vous, est-ce qu'on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques côté sud? Et c'est un grand toit. On a fait alors, on a fait de la modélisation, comme j'aime bien faire, c'est mes petits jouets, on fait le modèle, on regarde l'ombrage, ça marche, il n'y a pas de truc. Mais après, on regarde, mais vous chauffez comment pour le moment? C'est à la cave, je ne sais pas trop, ils vont voir. Puis bon, finalement, en remplaçant une chaudière, on faisait beaucoup mieux en termes d'investissement. Donc c'est une question de priorité. Mais quand on se sera assuré que l'Église n'est pas complètement une passoire, et qu'on a été aussi loin qu'on pouvait, l'Église, c'est des bons exemples, on ne va pas les isoler à fond, là. Une Église, c'est une Église, on ne va pas mettre des murs avec du polystyrène dedans, là, ça ne marche pas, mais on peut faire certaines choses, améliorer le système de chauffage, c'est con, mais faire en sorte qu'il ne chauffe pas quand il n'y a personne, ce genre de trucs. Quand on a fait ça, on peut mettre des panneaux solaires, et oui, vous avez raison, la pente est pas mal idéale, en fait. Ma question, c'est est-ce que ça existe des modélisations qui auraient pu être faites à l'échelle d'une MRC, par exemple à l'échelle de 1000 fermes, où on mettrait des panneaux solaires sur les bâtiments de ferme? Est-ce qu'il y a déjà eu des modélisations qui permettraient de juger quels seraient les gains d'énergie qu'on pourrait aller chercher à l'échelle d'une large communauté? Je sais qu'il y a des gens chez Canmet Énergie à Varennes là, qui travaillent sur le photovoltaïque. J'ai eu des projets avec eux plutôt dans le nord. Donc ça se peut qu'ils aient fait des études, je ne sais pas. Mais sinon, c'est le genre de truc qui, moi, justement, m'intéresserait. Oui, mettre une étudiante ou un étudiant là-dessus, c'est génial. C'est le genre de projet qui intéresse les étudiants. Donc on pourrait le faire. On demandera à Bruno qui nous trouve une subvention chez Gaz Métro pour le faire et on fera l'étude. Vous ne nous avez pas parlé du solaire passif. Est-ce que vous pourriez en glisser un mot et ses avantages dans les constructions en général, que ce soit les maisons, les habitations ou même les serres ou autres? Donc, je pense que ça peut venir après. Ah oui, et dans les serres, en fait, on veut surtout qu'il y ait beaucoup de lumière sur les plantes. Donc, on peut pas mettre des obstacles. Donc, on n'a pas énormément de marge de manœuvre, en fait. Mais parce qu'en gros, on veut le plus possible de soleil. Mais dans les bâtiments, on peut jouer, oui. Ça fait partie de... parce que pour moi, n'importe quel bâtiment devrait être solaire passif. C'est-à-dire que quand on fait la conception, on fait un modèle et on regarde
comment on peut améliorer le système de chauffage et l'enveloppe du bâtiment. Et ça fait partie, ça, de positionner les fenêtres, choisir le type de fenêtre, mettre des ombrages, parce que le problème, on ne veut pas que ça chauffe l'été. Et c'est relativement simple conceptuellement, puisque l'été, le soleil est haut, l'hiver, il est bas. Donc si on met une casquette, une visière devant les fenêtres, ça empêche le soleil l'été de rentrer, mais pas l'hiver. Donc c'est pas non plus sorcier, mais il faut juste vouloir le faire. Et dans le cas des logements sociaux, etc., il y a toujours la question du prix. Le problème, quand on vient avec des suggestions comme ça chez des développeurs, ça va me coûter autant par porte, t'oublies. Voilà, c'est ça la réponse. Mais oui, c'est un bon point en fait. J'en ai pas parlé, mais c'est un point important. Moi, je me posais la question par rapport à l'énergie solaire pour la quantifier pour le stockage. Si elle est stockée pour un long moment, parce que j'ai souvent entendu parler, mais je ne sais pas si c'est une croyance populaire, que l'énergie solaire avait une petite quantité de stockage à long terme. C'est plus compliqué. Parce que si on pense à des batteries, il faudrait que les batteries soient énormes. Puis elles ont n'importe quelle batterie, comme un ordinateur ou quoi, si vous le laissez charger à 100% et vous le reprenez un mois plus tard, il n'est plus à 100%, elles perdent un peu. Les réservoirs thermiques, c'est la même chose. Si vous avez votre tank d'eau chaude qui est chauffé à fond, qui a une panne d'électricité, 4 jours après, même si vous n'avez pas consommé d'eau, elle sera plus si chaude que ça. Donc, n'importe quel stockage perd de la chaleur. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que pour stocker entre l'été et l'hiver, il faut des stockages énormes. Dans les systèmes, la photo que j'avais montrée, le système au Danemark, qui est énorme, c'est 160 000 m² de panneaux solaires, ils ont des stockages saisonniers. Ce que c'est, essentiellement, en anglais, ça s'appelle pit storage. Là, dans certains cas, c'est une ancienne carrière. Ils ont étanchéifié le fond, puis ils le remplissent d'eau. Au-dessus, ils mettent un couvercle avec une grosse isolant. Et ça, c'est leur stockage. Et c'est énorme. C'est que je sais pas, pour le village ici, le stockage serait aussi grand que la salle ici. Mais il serait vraisemblablement enterré là, mais ce serait ça, l'ordre de grandeur. Ça aussi, c'est beaucoup plus... Si, je dois confesser que je ne sais pas combien de maisons il y a ici. Une centaine 50 300 1500 1500, ok. Donc, disons 1500. Disons 1000 pour faire chiffron. Si chaque maison veut avoir des panneaux solaires et stocker sa propre énergie de l'été pour l'hiver, chaque maison va devoir avoir, mettons, 1/1000 de ce volume-ci, mais ça, c'est gros à l'échelle d'un sous-sol. Par contre, si les 1000 se mettent ensemble, en fait, elles n'auront pas besoin de 1000 fois le truc parce qu'il y a la diversité qui rentre en ligne de compte. C'est toujours la même chose. C'est que si vous voulez, par exemple, prévoir l'eau chaude dans un bâtiment avec 100 appartements, les 100 ne vont pas consommer en même temps. Donc la puissance dont vous avez besoin pour un système collectif est moins grande que la somme des puissances que vous devriez mettre chez chacun. Et c'est un peu la même chose avec le stockage. Dans une certaine mesure, ce n'est pas magique, là, mais ça réduit un peu. Puis surtout, ce qui est réduit, c'est le coût. Le facteur d'échelle. Les économies d'échelle là, font que construire un gros réservoir comme ça à l'échelle du village, ça coûtera moins cher que 1500 fois 1/1500e de ce réservoir-ci. Donc mais c'est vrai que c'est un problème complexe. Et d'ailleurs, je pense que la façon dont ils ont fait ça au Danemark, c'est très intelligent. Ils visent une fraction solaire de 40 à 50%. Alors que la communauté que j'ai montrée, Drake Landing, comme je disais, c'est un exercice d'ingénierie magnifique. Je le montre à mes étudiants du cours de modélisation de systèmes solaires parce que du point de vue des ingénieurs, c'est génial. C'est s'amuser à atteindre le dernier pourcent. Là. Ils ont fait 100% de fraction solaire. Mais c'est juste que c'est ridiculement cher. Et puis surtout, quand les gens roulent en pick-up à côté, c'est débile en plus d'être cher, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, c'est pour se péter les bretelles parce qu'on a atteint 100%, mais il y en a une au Canada. Au Danemark, il y en a des dizaines. Chacune fait peut-être 40-50% de fraction solaire. Ça veut dire que oui, ils ont des gros stockages, mais pas démesurés. Donc c'est ça aussi, je pense, la clé de... C'est pas de la sobriété, mais c'est une approche intelligente de ne pas vouloir juste viser le 100% de n'importe quoi. Le 100% d'éolien ou le 100% de solaire thermique ou le 100% de solaire photovoltaïque. Si on vise un certain pourcentage, on peut mettre un certain stockage et ça reste dans des proportions qui ont du sens financièrement et même écologiquement parce qu'à la limite, faire des énormes stockages juste pour le plaisir de pouvoir dire j'ai fait 100% de solaire, c'est idiot du point de vue énergétique aussi parce qu'on gaspille des ressources en créant le stockage. Par contre,
dire je vais dimensionner mon stockage pour que justement j'atteigne le moment où, si je vois en fonction du stockage, la fraction elle fait ça, puis tout d'un coup, hop, ça me prend d'aller très très loin, ben là je m'arrête. J'en ai mis quand même un peu, mais pas tout. Donc oui, c'est un défi, parce que la fameuse courbe qui va comme ça et l'autre qui va comme ça, on peut pas l'éviter. M'entendez-vous? Oui. Bon, moi, je suis une élue municipale, une mairesse, donc, et on a acheté notre église. On pensait solaire, mais à un moment donné, j'ai entendu parler de la cloacothermie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est utiliser la chaleur qui vient de nos égouts, vu qu'on refait nos tuyaux d'égout. Bon, quand j'ai parlé de ça aux ingénieurs, ils m'ont traité... Ben, en tout cas, j'ai lu dans leur regard que c'était une hurluberlu, OK? Donc, je ne sais pas si vous en savez plus, mais ce que je veux vous dire, c'est que comme élu, puis comme conseil municipal, on est vraiment... quand on parle à des ingénieurs, on dirait qu'ils n'ont pas été à Polytechnique. Ils sont toujours 10-15 ans en arrière dans ce qu'ils nous suggèrent, OK? C'est triste pour leur professeur. Non, mais je suis désolée. C'est incroyable. Moi, j'ai été obligée de faire penser à l'ingénieur qui refaisait nos égouts, de calculer les changements climatiques pour les grossir. Bon, en tout cas, c'était pas nécessairement la solution, mais... Puis là, mais nous, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu le droit de développer notre quartier résidentiel parce que nos égouts sont pas traités. On a honte, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études. Donc là, ce que je vous dis, c'est qu'on a un potentiel de 60 habitations. Au début, c'était 35 maisons isolées. Maintenant, on pense à des duplex puis des multilogements. Et nous, actuellement, on a un conseil qui est assez écolo. Puis on voudrait quand même être orienté dans quel grand principe qu'on devrait suivre pour penser notre petit quartier. Ça peut être du solaire, ça peut être du passif, ça peut être une mise en commun d'énergie, l'orientation des rues. Mais là, ça va me prendre combien de firmes d'ingénieurs avant de trouver une orientation? Ma question, vous ne pourriez pas mettre un étudiant sur notre cas? Bon, Bruno, il va falloir que tu fasses aller tes contacts chez Énergir pour avoir de l'argent. Mais oui, en fait, je pense que nous on l'appelle entre nous la cacathermie, carrément. Donc, récupérer la chaleur des égouts. Mais c'est une solution. Je ne pense pas que c'est une solution facile à mettre en œuvre à l'échelle d'un bâtiment. Parce qu'on ne peut pas vivre sur notre propre eau d'égout parce que les débits vont et s'arrêtent et tout ça. Mais dès qu'on a une échelle grande, à l'échelle d'une communauté, là, on peut récupérer les égouts. Le débit est pas constant, mais je veux dire, il varie, mais pas trop qu'on puisse quand même prendre la chaleur à peu près tout le temps. À Montréal, ce qu'on a comme problème, c'est les fameuses chutes à neige. Là, quand il débarque la neige dedans, on ne peut plus prendre de chaleur parce que c'est déjà presque à zéro. Mais donc, c'est possible. Et oui, la Ville de Montréal étudie ces cas-là pour plusieurs endroits. Et il y a un programme du ministère de l'Environnement, je ne sais pas quoi, lutte climatique et faune et parc, MELCFP, qui donne des subventions pour ce qui s'appelle la valorisation des rejets thermiques. C'est ça que ça veut dire, en fait. Les égouts font partie de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, ils payent les études. Donc, ils financent les études. Ça commence à allumer vos regards. Donc, ce programme de subvention peut payer les études. Et oui, ça vaudrait la peine de regarder. Le cas idéal, c'est ça, c'est qu'il y a une infrastructure qu'il faut refaire ou étendre de toute façon. Il y a un nouveau quartier qui se développe parce que moi, je me bats avec la Ville de Montréal. Ils veulent interdire les chaudières au gaz, c'est très bien, mais moi, je dis interdisez les plaintes électriques aussi. Parce qu'une fois qu'on a mis des plaintes électriques dans un bâtiment, on ne mettra plus jamais autre chose. Parce que c'est pas cher. Donc et puis, il n'y a aucune infrastructure. Je ne peux pas changer. L'exemple suédois, où je change juste une chaudière pour tout le village, la plainte électrique, c'est l'extrême inverse. Chacun a sa plainte électrique dans une pièce. Si moi, je leur propose d'amener de la chaleur gratuite qui est récupérée sur les égouts, ils vont me dire, ouais, mais moi, je dois remplacer toutes mes plaintes électriques par des tuyaux d'eau avec des radiateurs. Pas question. Donc, c'est ça le problème. Une fois qu'on a mis des plaintes électriques, on est foutu. Donc, il faut penser à ça aussi, parce que c'est pas... avant le solaire passif, avant tout, là, il faut se dire, je veux être... C'est ça pour moi aussi la résilience par rapport au futur. Si un jour on trouve un meilleur moyen de chauffer, on peut changer facilement.
Et les résistances électriques qu'il y a dans les plaintes électriques, c'est le truc le plus inefficace du point de vue de la deuxième loi, comme disait Bruno. On peut faire beaucoup mieux avec l'électricité. L'électricité, on peut faire tourner des moteurs, on peut faire plein de choses. Alors, la consommer pour faire de la chaleur avec un rendement de 1 pour 1, 100%, ça paraît géant pour les gens. Ils disent, quoi, ma plainte électrique, elle a un rendement de 100%. Comment tu veux faire mieux? Oui, tu peux faire mieux. La pompe à chaleur, ça fait 300% ou 400%. Donc, et sur les égouts, ça peut faire 5, 6, 100%. Donc, oui, je suis content d'entendre que des gens comme vous sont intéressés même à regarder le problème. Michael Coumer, il va falloir qu'on vous réinvite parce qu'il y a trop de mains et je ne peux pas aller voir tout le monde. Fait qu'on va prendre une dernière question qui est courte pour pouvoir terminer avec notre dernier conférencier puis essayer de terminer à l'heure. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans le développement des projets éoliens, on parlait beaucoup de la durée de vie de l'éolienne qui était de 20 à 25 ans. Je pense pas que vous l'avez nommé, mais les panneaux solaires, dans le fond, c'est quoi la durée de vie? Puis est-ce que la capacité de captation du soleil diminue avec le temps, ou c'est bon à vie, ou on l'installe une fois puis on y pense plus après, ou tu sais... Les panneaux solaires photovoltaïques, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Donc c'est extrêmement résistant, on va dire, au temps. Justement, à Calumet-Varenne, là, c'est un laboratoire où ils ont mis des panneaux pendant, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était 20 ans, et ils ont mesuré des pertes de 2-3%, c'est-à-dire 2-3% absolu. Donc le rendement était de 15% au début, il était de 12% à la fin. Donc c'est une perte, mais ce n'est pas énorme. Et il y a peut-être quelques-uns, mais je ne pense même pas qu'il y en avait qui ne marchaient pas. Donc c'est vraiment 20-25 ans, ce n'est pas surestimé pour les systèmes photovoltaïques. Bon, il y en a peut-être un qui va se prendre la foudre. Il y a des parafoudres, mais bon, il y a un qui va avoir de la malchance et ça va peut-être dégager. Il y en a un autre qui va prendre la tornade et les panneaux vont partir. Mais ça arrive toujours. Mais en moyenne, ce n'est pas exagéré de supposer une durée de vie de 20-25 ans. Pour les systèmes solaires thermiques, c'est ça aussi, mais il y a un peu plus de maintenance. Là, je disais par exemple à Bono, il y a eu 2-3 tubes cassés. Donc on les remplace un par un, c'est pas grave. Et puis on change le glycol. Donc c'est des opérations de maintenance, mais toute l'infrastructure. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est toute l'énergie qui a été mise dans la fabrication de ces panneaux solaires. On ne la fait pas 2 fois. Enfin, on l'a fait là après une dizaine, je pense un peu plus que 10 ans. Et donc ils sont repartis pour 10 ans. Donc la durée de vie aura vraiment été de 20 ans, mais avec une petite maintenance, on va dire. Un petit peu plus d'entretien. Les systèmes photovoltaïques, ce qui casse, c'est ce qui bouge, c'est toujours ça, ou ce qui est soumis aux conditions extérieures. Donc c'est vrai que les panneaux photovoltaïques sont dehors, mais ils sont protégés par une vitre et en principe, c'est robuste. Est-ce que vous pensez que la fabrication va devenir plus économique? Plus il y en a vraiment. Oui, mais si on parle des panneaux photovoltaïques, ils sont déjà très bas. Comme je montrais sur la courbe, ils ont déjà descendu tellement que je ne pense pas que ça va changer. Et l'installation, ça c'est peut-être l'histoire de la poule et l'œuf. S'il y a maintenant des gens qui veulent en mettre partout, bon, d'abord ça va faire augmenter les prix très fort parce que les installateurs ne sont pas idiots, ils vont voir qu'il y a de la... Mais peut-être qu'après ça va diminuer à long terme parce qu'il y aura une industrie qui va se former. Mais je ne pense pas que les prix vont baisser énormément. On en parlait à midi aussi. Moi je pense que la question des prix, là, le secret, c'est d'augmenter le prix de la référence. Si on payait l'électricité au vrai prix qu'on devrait la payer, on serait tout seul tenté de mettre du photovoltaïque, du thermique, de l'éolien, de je ne sais pas tout quoi. Mais comme on la paye pas cher, on a envie de rien faire. Merci à vous.